En gros, l'équipe porte la réalisation de son livrable du début jusqu'à la fin. Voilà, là où peut-être plus classiquement, on avait des chefs de projet qui allaient faire des spécifications, allaient même faire des chiffrages à la place des équipes, allaient faire des recettes. Aujourd'hui, tout ça est porté par l'équipe de réalisation. Et donc, l'équipe de réalisation se retrouve au cœur de son délivrable, du début à la fin. Donc, à savoir, comme je le disais, de la spécification au chiffrage jusqu'à la réalisation et la recette. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI? Dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Alexandre Tavo, qui est le CTO de Hobbies. Salut Alexandre. Salut Bertrand. Alors du coup, Alexandre, Hobbies, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous, t'es CTO d'une équipe de combien? Et après, on va aller directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le Scrum. Ok, écoute, Obiz, on est un groupe désormais, mais on est une société d'une cinquantaine de personnes. On est éditeur de programmes de fidélité sur mesure, donc en marque blanche. C'est-à-dire que si tu es responsable expérience client ou marketing, tu veux te doter d'un programme de fidélité, on peut t'aider et te proposer du coup nos 45 000 partenariats dans le domaine du bien-être, du loisir, du sport, du Ok. shopping, sur tout un tas de proposition. Donc ça, c'est la proposition de valeur d'Obiz. Donc te proposer une plateforme qui va te fournir ce programme de fidélité, s'interfacer avec ton système d'information, avec ton référentiel client, et ensuite animer également ce programme de fidélité pour faire en sorte qu'il soit dynamique et efficace pour tes clients. Moi, je m'occupe des équipes techniques chez Obiz, donc on est d'une dizaine de personnes, donc principalement constitué de développeurs, d'un pôle data également. On est entreprise à mission chez Obiz aussi, donc on a 4 missions autour du maintien et augmentation du pouvoir d'achat, des économies locales, favoriser les sociétés autour de l'économie locale et durable, et favoriser le sport, bien-être et la santé. Ok. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu es CTO d'une équipe de combien de personnes? Donc, je suis CTO d'une équipe d'une dizaine de personnes, je te disais, constituée principalement de développeurs, donc full stack, et d'une personne en data. Ok. Et externe, t'en as aussi ou pas? Non, on ne travaille pas forcément avec des externes. Au niveau groupe, désormais, on a deux sociétés dont on s'est rapproché, qui sont Adelia et SLD, avec Ok. qui je fais pas mal de coordination sur les équipes tech. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu t'es tombé dans la marmite du Scrum? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que CTO auprès de tes équipes? Ou pourquoi tu avais besoin de quelque chose autour de ça? Et un petit peu, ouais, qu'est-ce qui t'a fait un peu réfléchir sur ce type, typologie de méthode? Moi, je suis tombé dans la marmite du Scrum il y a de ça quelques temps désormais. Donc, c'était en 2010 de mémoire. Dans ma première société, on était sorti d'une version qu'on avait relisée qui avait été assez catastrophique. Donc à l'époque, on était plutôt sur des méthodes type cycle en V avec des équipes très silotées, des effets tunnels. Voilà, donc bon, les méthodes cycle en V, c'est bien dans certains contextes. C'est comme toutes les méthodes, il faut bien les opérer. Il s'est avéré que là, c'était un constat d'échec. Donc à l'époque, Scrum était pas encore hyper connu. On s'était fait accompagner à l'époque par un coach qui nous avait donc présenté ces méthodes-là. Ça nous avait permis à l'époque de rapprocher aussi les équipes QA des équipes dev. Moi, je faisais partie de l'équipe QA à l'époque. Et donc, ça avait été plutôt très positif sur le rapprochement des équipes, puisque on travaillait beaucoup mieux ensemble. Suite à ça, moi, j'ai été amené à travailler dans une autre organisation, donc plutôt dans le monde du web, chez MrAuto.com, dans laquelle on avait pas mal d'équipes de dev, dans laquelle on a été amené à choisir, à adopter une méthode de gestion de projet. Donc, on a choisi Scrum. Donc j'ai pu initier l'implémentation. Je ne l'ai pas forcément supervisé derrière. Et j'ai pu animer plusieurs équipes Scrum, en l'occurrence les équipes qui étaient sous ma responsabilité.
plutôt des équipes plateforme, data et IT interne. Et donc, ma dernière expérience, mon expérience actuelle chez Obiz, qui a commencé début 2022, dans lequel il y avait déjà un framework Scrum qui était en place, qui avait été pas mal adapté, qu'on a fait réévoluer pour revenir dans un Scrum plus standard, pour l'objectif étant de responsabiliser au maximum et d'engager au maximum les équipes, de délivrer des features qui améliorent grandement le produit et de faire ça dans des conditions d'efficacité et d'efficience voilà, qui fonctionnent bien dans les grandes lignes. Je ne sais Ok, pas si mais j'ai du coup, totalement répondu à tes questions, mais oui, non, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tu as eu une expérience où vous faisiez, donc vous étiez dans le cycle en V, mais en mode effet tunnel à fond. Et là, du coup, le côté, c'est on va faire plus d'itératif. Et pourquoi Scrum? Pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qui fait que le Scrum, c'est pas qu'une question d'itération? Parce que effet tunnel, on dit c'est une itération, c'est à tous les 6 mois, donc c'est pas d'itération. Si c'est de dire juste on fait une itération tous les 15 jours. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans ton métier et ensuite tes équipes? ça change pas mal de choses. Aujourd'hui, le choix de la méthode, il se fait assez facilement dans le sens où c'est celle clairement qui s'est imposée dans la famille des méthodos agiles. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a au moins trois quarts des équipes qui font de l'agile, qui font du Scrum, voire plus que ça. Donc c'est vrai que c'est un framework aujourd'hui qui est plutôt bien connu. Alors diversement connu, mais en tout cas tout le monde le connaît. Donc déjà ça facilite quand même son adoption. Moi, quand je suis arrivé chez Obiz, les équipes avaient déjà été formées autour de Scrum, avaient déjà été accompagnées par un coach autour de ça. Donc voilà, moi je connaissais bien la méthode aussi, donc c'est vrai que voilà, le choix de la méthode s'est imposé de lui-même, on va dire. Et ensuite, ce que ça va apporter, une fois qu'on a correctement staffé les différents rôles de Scrum, à savoir le Scrum Master, à savoir le Product Owner, le Scrum Master étant responsable de la bonne implémentation de la méthode, le Product Owner étant le responsable de la vision produit, de la spécification des demandes, de l'analyse des besoins, de la priorisation, et l'équipe de réalisation. Ça nous propose une méthode de livraison qui est voilà, qui est basée sur l'empirisme, qui favorise l'adaptation au changement, donc des sprints assez courts généralement. Donc on appelle ça des sprints, c'est des itérations de 2 ou 3 semaines, ça dépend des équipes. On fait 2 semaines. Et donc au sein de ces itérations qui sont quand même voilà, relativement courtes, comme je le disais, on verrouille un contenu, donc on verrouille un ensemble de features ou de bug fix ou de délivrables qu'on souhaite pouvoir livrer à l'issue de ces 2 semaines. Ce contenu n'est pas censé bouger, sauf urgence, donc ça permet de focaliser l'équipe sur un contenu. C'est un contenu qui a été donc spécifié par le product owner, c'est un contenu qui a été estimé par l'équipe, donc on a un engagement déjà au niveau des estimations. En gros, l'équipe porte la réalisation de son livrable du début jusqu'à la fin. Voilà, là où peut-être plus classiquement, on avait des chefs de projet qui allaient faire des spécifications, aller même faire des chiffrages à la place des équipes, aller faire des recettes. Aujourd'hui, tout ça est porté par l'équipe de réalisation. Et donc, l'équipe de réalisation se retrouve au cœur de son délivrable, du début à la fin. Donc, à savoir, comme je le disais, de la spécification au chiffrage jusqu'à la réalisation et la recette. Tu as le spec, la temporalité de l'itération, c'est un premier Ouais, truc. Et après, tu as le changement où l'aspect fonctionnel, elle est fait par le product qui est ouais, dans l'équipe de delivery. Par contre, l'estimation, l'aspect technique et l'estimation du temps que ça va prendre est fait par l'équipe de dev. tout à fait. Ouais, ouais, les chiffrages sont faits de manière collégiale par l'équipe de dev. Donc, on fait du poker planning généralement, c'est des estimations qu'on fait en équipe. Tout le monde vote en même temps sur une taille de réalisation, donc en gros, l'estimation de charge. Ensuite, on essaie de converger vers un consensus au niveau de l'équipe. Et ça permet voilà, en gros, de favoriser l'intelligence collective, puisqu'on sollicite plusieurs personnes. Ça permet aussi de favoriser l'engagement de l'équipe, puisque c'est l'équipe qui a chiffré cette demande. Donc, au moment de la réalisation, on ne se retrouve pas généralement devant des chiffrages délirants qui ont été faits par OK. par des externes. Donc, chiffrage par l'équipe, spec technique par l'équipe, temporalité plus courte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu fondamental dans cette méthode qui permet que ça fonctionne bien? On a un gros focus sur les personnes et sur la communication entre les personnes.
un des piliers de l'agilité, c'est de favoriser les personnes et les communications plutôt que des process et de l'écrit, on va dire. Donc, cette méthode-là met en place plusieurs rituels. Donc, bon, c'est les rituels que connaîtront les agilistes, mais voilà, concrètement, c'est assez court. On a donc un rituel de chiffrage, comme je le disais. On a au début du sprint un rituel de démarrage du sprint où c'est l'équipe qui va tirer elle-même les stories qu'elle pense pouvoir réaliser, qu'elle va s'engager à réaliser durant le sprint. Donc, il y a aussi une notion d'engagement au démarrage du sprint à ce moment-là, puisque c'est l'équipe qui dit nous pensons pouvoir réaliser cet ensemble de choses en 2 semaines. On a le fameux daily meeting, donc, qui est souvent le rituel qui est adopté en premier et des fois de manière exclusive par les gens qui démarrent le Scrum, qui permet tous les jours d'inspecter et de s'adapter, voilà, d'inspecter l'avancement, le bon avancement du projet, de partager autour de ses difficultés et de mettre en place des actions de résolution. Donc, le meeting ayant lieu tous les matins, c'est généralement assez efficace en termes de réalisation si les items sont bien suivis derrière. Ok. Et on va avoir à l'issue du sprint une sprint review, donc souvent une démonstration de ce qu'on a fait. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de... C'est un des points qu'on n'a pas encore pu implémenter pour le moment, mais qu'on veut faire. Et une rétrospective, qui est la partie, donc ça se fait donc toutes les 2 semaines, hein. Donc à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé durant le sprint, et quels items d'amélioration pour faire mieux la prochaine fois. Donc tout Et du ça, coup, c'est des rituels portés par l'équipe, et donc qui favorisent beaucoup, comme je le disais, la communication et les échanges, donc pour fonctionner de manière plus fluide et donner la parole à tout le monde. ok. Et du coup, tu vois, t'as le côté, ok, nous on fait pas du waterfall, ça, en gros, c'est un peu le côté cycle en V, c'est un peu le truc. T'as le Kanban, t'as Safe, t'as plein de noms de méthodes, etc. Est-ce que tu as testé d'autres liés à, cet enjeu d'itération, etc. Ou est-ce que tu as testé Scrum et en fait Scrum ça a marché et du coup tu es resté sur Scrum? J'ai principalement testé Scrum. J'ai eu l'occasion de faire plutôt des méthodes. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'était du Kanban, mais des méthodes plutôt basées sur du flux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt pour des équipes d'opération qui ont beaucoup d'événements assez difficiles à prévoir, disons des équipes de run, par exemple des équipes de production infra, qui vont avoir voilà, pas mal d'incidents de production, de choses comme ça, voilà, qui font qu'à partir du moment où les équipes ont moins de 50% ou voire 60-70% de leur temps à dédier à du projet, c'est compliqué de faire du Scrum. Parce que voilà, on a trop d'inattendus et la méthode n'est plus vraiment adaptée. Donc voilà, j'ai pu être amené à faire, voilà, notamment dans les équipes d'infrastructure, plutôt des méthodes type Kanban, mais je ne maîtrise pas vraiment Kanban. Kanban, c'est plus une volonté de dire, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est tu as un flux continu d'interruptions liées à des problèmes et ton job principal est plutôt la priorisation de ce que tu prends en priorité par rapport à ce flux d'urgence ou de choses. Donc, c'est plus une façon de travailler un run perturbé qu'un build, c'est ça? Alors, je ne suis pas expert dans cette méthode-là, mais je sais qu'en tout cas, c'est des méthodes qui s'adaptent bien à des équipes qui n'ont pas de capacité de réalisation, qui sont bien arrêtées. Donc, en fait, en gros, on est capable de leur fournir du travail quand elles ont du temps, enfin, de leur fournir du travail type projet quand elles ont du temps. Et quand elles n'en ont pas, ça s'y adapte plutôt bien. Là, sur du Scrum, quand on démarre un sprint, on connaît précisément la capacité de l'équipe. L'équipe va prendre un engagement en fonction de sa propre capacité. Donc là, clairement, on connaît déjà les capacités de chacun, et donc sur du Kanban, c'est pas le cas. Et Scrum, donc c'est très orienté sur. Donc là, tu as une équipe, hein, toi, un Scrum. Est-ce que tu as déjà eu plusieurs équipes en parallèle sur des Scrums en parallèle et donc du coup rentrer dans une logique de coordination et de ce que j'en comprends, donc du coup plus d'orientation safe, quoi. Alors, j'ai pas été amené à implémenter ça. Je connais, enfin, je sais que j'ai entendu parler plusieurs fois de Safe, qui sont, ouais, des frameworks de scaling agile qui permettent effectivement, voilà, dans les grandes lignes, je crois qu'ils ont des programmes increment, des ensembles de 5 sprints qui permettent voilà, d'instaurer une période un peu différente de celle du sprint.
et donc de lever un peu le nez et de faire des rituels autour de ces périodes-là avec plusieurs équipes agiles. Quand j'étais chez Mister Auto, on avait, malgré le fait qu'on avait plusieurs équipes en Scrum, ça n'avait pas forcément implémenté de framework de ce type-là. On avait des points de coordination entre les différents Scrum Masters. On avait des points de coordination en termes de planif, ou plutôt au niveau des différentes pratiques qu'on a amené à piloter. Voilà, enfin, moi, j'étais plutôt amené à participer à des points de synchronisation entre les différents Scrum Masters des équipes. Voilà, Ok, sans forcément parler d'une méthode. C'est qu'il y a il y a des méthodes type Scrum of Scrum aussi qui existent, que je ok, connais pas nécessairement très bien non plus. ok. Je sais que voilà, les agilistes qui sont les accompagnants des équipes Scrum sont pas forcément tous à l'aise avec Safe. Et du coup, sur la partie, si on revient sur la partie Scrum, donc ça, c'est très orienté comment on travaille avec avec mes équipes et comment on se crée un focus et une façon de travailler où tout le monde a sa place et où tout le monde a sa capacité de s'engager parce que bah, du coup, ça crée une forme d'équilibre. Comment ça, c'est perçu par les autres directions? Et parce que, en fait, même si toi, tu fais du Scrum de ton côté, tu vois, l'ensemble des parties prenantes de la boîte peuvent avoir une vision de roadmap plus long terme, de besoins plus long terme aussi. Et donc, du coup, Scrum qui est plutôt comment tu crées un consensus sur 3 semaines, 4 semaines pour bien travailler, répond pas à cette exigence ou à cette volonté de comprendre comment on va construire le futur et à quelle échéance. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ou comment Scrum t'a aidé ou pas, ou t'as fait autrement? Alors, ouais, dans la partie plutôt planification, moyen terme, on va dire, c'est vrai que Scrum va nous aider, en fait, donc pour la partie estimation voilà, de la vélocité de l'équipe. Donc, Ouais. en fait, à chaque fin de sprint, on a un nombre de points qui a été délivré par l'équipe. Donc, ça donne une vélocité d'équipe. Donc, en fait, on fait des moyennes voilà, assez empiriques sur généralement les 4 ou 6 derniers sprints pour savoir quelle est notre vélocité moyenne. Donc, globalement, ce que l'équipe est capable de délivrer en moyenne. Donc, ça nous permet de se projeter sur la planification. Donc, déjà, pour avoir voilà, une idée de ce qu'on va être capable de produire sur les prochains temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça aussi, c'est assez empirique. Donc, en fait, cette vélocité, elle peut varier quand il y a des changements dans l'équipe, évidemment. Elle peut varier quand il y a des changements dans les projets. Si on démarre un nouveau projet from scratch, la vélocité, elle va mettre un petit peu de temps à se stabiliser, à s'établir. Donc c'est vrai qu'on est toujours, on est toujours sur un référentiel passé qui nous permet de projeter les référentiels futurs. Donc on est toujours la difficulté de l'estimation. Donc Scrum nous aide à gérer cette capacité à délivrer et ensuite nous on va se projeter plutôt sur des plannings mensuels ou trimestriels qui sont des plannings un petit peu plus haut niveau. On ne va pas nécessairement rentrer à ce moment-là dans les phases de planification, généralement autant dans le détail que dans les stories pour lesquelles on attaque directement le développement, mais des stories sur lesquelles on a déjà des estimations. Étant donné qu'on a une vélocité, donc une capacité de réalisation, on est capable de planifier ça. Et donc là, on va plutôt souvent c'est le moment où on passe généralement dans les parties tableurs. Alors peut-être que on n'est pas aussi moderne que vous chez Airsos sur le sujet, mais souvent c'est ce que font les équipes. Et donc voilà, avec qui nous permettent de délivrer cette attente, enfin en tout cas de répondre aux équipes qui veulent savoir est-ce qu'on sera capable de délivrer les features dont elles ont besoin Mais du coup, dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois. tu restes, si je comprends bien, là, tu sors du Scrum parce que tu fais plus de estimate par les équipes en mode poker puisque t'as pas de spec. Donc, en gros, là, t'es plus en capacité de chiffrer ce que tu penses que le temps que ça va te prendre, parce que tu ne demandes pas à tes équipes de faire 6 scrums d'avance pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ou si, ou est-ce que c'est une autre méthode? J'ai pas bien compris. Alors si, parce qu'on a quand même, on a quand même un backlog qui a été donc le backlog donc en Scrum, c'est la liste de features qui a été spécifiée, qui a été chiffrée également. Donc on a quand même un peu d'avance, hein. Donc tous les backlogs généralement sont pleins hein, parce que les équipes ont toujours beaucoup plus d'idées que de capacité à les réaliser. Donc on a quand même les demandes qu'on va mettre au planning généralement ont déjà été étudiées et chiffrées. Ça peut arriver qu'on soit sur des spécifications ou des chiffrages projectifs, enfin un peu
projectif, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, on va estimer des fourchettes parce que les spécifications ne sont pas encore forcément hyper détaillées parce que les solutions techniques ne sont pas nécessairement très bien connues. Donc ça, après, là, on va se situer sur déjà plutôt sur des chiffrages qui vont permettre derrière de prioriser les sujets et de se faire une idée sur la taille et la complexité d'un sujet. Mais donc voilà, en général, sur cette partie planif, on est quand même la majorité du temps sur des items qui ont été spécifiés et chiffrés. Plus on est loin dans la planif, et moins ça a été spécifié et chiffré généralement. Ok. Quand tu restes sur l'aspect et du poker sur le futur et grâce à ça, tu le mets dans la roadmap quand même. Tu restes sur la même méthodologie, normalement, sauf exception. Ouais, c'est ça, ouais, ça va dépendre. De toute façon, un des points importants en Scrum, c'est qu'on ne prend pas de story dans le sprint si on ne pense pas être en capacité de la réaliser à la fin du sprint. Donc 2 semaines, c'est court. Ça veut dire que ça nous amène à spécifier des Des stories petits qui bouts. sont, voilà, qui sont compactes. Ça nous oblige à découper pas mal les projets. Donc voilà, c'est là où ça amène quand même une transformation à tous les étages du projet. Voilà, à la fin, les product owners ont compris comment ça marchait et généralement, ils vont pas amener des stories dont ils savent qu'elles ne seront de toute façon pas éligibles dans un sprint. Donc, ça va amener pas mal de découpage. Voilà, l'idée étant quand même de garder un maximum de valeur dans chaque découpage, quoi. Mais il Ok. faut que ça reste éligible à un sprint. J'ai une question sur le temps que vous passez à spéquer, à estimer. J'ai rencontré des gens qui étaient complètement contre l'estimation parce qu'ils disent ton truc de empirique, en fait, on revient dans les trucs à la couillon qui marchent jamais, donc du coup, en fait, c'est nul. Parce que la vélocité, elle change tout le temps en fonction de la complexité des choses, il y a toujours des changements dans l'équipe, il y a plein de trucs qui font qu'en fait, c'est pas le bon truc et qu'on passe plus de temps à accoster qu'à dev et qu'à un moment donné, ça veut rien dire. C'est quoi ton point par rapport à ça, sur le fait de trop de temps pour trop de temps pour estimer et le estimate, c'est bullshit au final. Ouais, bah, l'estimation, moi, elle me paraît quand même importante parce que ça permet déjà souvent de poser des questions au niveau du fonctionnel. Donc, c'est aussi un moment d'échange entre l'équipe de réalisation et le product owner pour préciser le fonctionnel, puisque en fonction du fonctionnel, évidemment, le travail sera plus ou moins important. Donc, je pense que ça favorise déjà l'échange à ce moment-là. Cette estimation, pour nous, elle est nécessaire quand même pour être capable voilà, de s'engager sur un périmètre. Donc, à ce titre-là, ça me paraît quand même assez important. Nous, on a des features, voilà, des demandes qui vont voilà, être effectivement diverses et variées. Après, on travaille quand même sur un produit principalement. Donc, on arrive quand même à créer une certaine continuité, avoir un référentiel d'estimation, donc d'être capable de dire, OK, on avait fait ce dev-là, ce nouveau dev qu'on nous demande, il ressemble à celui qu'on avait fait, on l'avait estimé à 2 points, je pense qu'on va garder ça. Et je pense aussi qu'il faut être capable de limiter le nombre d'items qu'on souhaite estimer. C'est-à-dire que voilà, l'estimation, les études, c'est aussi une charge pour l'équipe. Donc il ne faut pas se dire que donc nous, les estimations, elles ont lieu toutes les semaines. Et il ne faut pas se dire qu'on est obligé systématiquement d'estimer l'entièreté des stories qui ont été demandées. Il faut aussi prioriser ça, parce que sinon on passe effectivement notre temps à estimer pour de toute façon une capacité de réalisation qui sera limitée. Donc on va laisser beaucoup d'items au backlog. Ouais, je pense aussi qu'il faut, voilà, faut prioriser à tous les étages. C'est toujours ce qui est compliqué. Donc prioriser les études, prioriser les estimations, puisque même ça, c'est des charges pour les équipes. Donc généralement, les métiers n'aiment pas trop parce que eux, ils veulent leur étude et leur estimation pour ensuite être capable de prioriser. Néanmoins, voilà, faut aussi que tout le monde comprenne que ça, c'est une charge aussi pour les équipes. Donc il faut aussi prioriser cette partie-là. Je pense que Ok. si c'est suffisamment priorisé, on peut essayer de rester quand même efficace là-dessus. Ouais, mais j'imagine Euh, des fois, c'est pas évident. ouais, ouais, ce qui, bon, en gros, tous les rituels dont je t'ai parlé, enfin, on considère généralement que c'est 10% du temps de l'équipe. Enfin, dix pour pour faire, cent les rituels, non, les estimations aussi. ouais, C'est que 10% avec les c'est- specs, des estimations. là, Parce que là, faire une là, estimation non, sans spec technique poussé ou un peu plus travaillé, c'est pas des estimations, c'est la divination. non, non, je parle vraiment des rituels. Donc là, donc dans les rituels, c'était donc ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, les daily meetings, les sprint planning meetings, les sprint review, les rituels de chiffrage, les rituels de rétrospective. Voilà, donc tout ça, c'est les rituels qui sont proposés par Scrum.
Et donc là-dedans, je n'entre pas le temps de spécification. Ça, c'est le job du product owner. Le job du product owner, voilà, j'entre pas les temps de dev, évidemment. Euh, Et dans le product owner, parce que product owner, c'est une spec fonctionnelle, mais c'est pas une spec technique, de ce que j'en comprends. Ton dev, t'as pas de dev qui fait une spec technique avant les estimations. En fait, tu passes de la spec fonctionnelle à directement Poker Time pour faire une estimation. Ça dépend. Ça dépend des demandes. Il y a des demandes qu'on est capable d'estimer directement parce que c'est des demandes dont on voit l'équipe peut directement déterminer comment elle va la faire. Elle va le discuter en séance, elle va proposer un chiffrage. Il y a des demandes qui sont un petit peu plus grosses, qui vont demander des phases d'analyse technique en amont. Donc, soit on a déjà fait cette phase d'analyse technique, soit on se rend compte au moment du chiffrage que on a besoin d'une phase d'analyse technique, auquel cas, généralement, on va mettre des stories d'études en amont. Ok, donc toi, tu mets des stories d'études. Ça fait partie, donc vraiment, c'est une tâche à part entière on va passer une demi-journée ou X points, excuse-moi, à travailler sur ça pour savoir combien de temps ça va nous prendre, comment le faire, etc. Ça peut arriver, ouais. Ouais, si on sait vraiment pas comment on souhaite délivrer la feature. Donc, il peut y avoir différentes approches. On peut se dire, OK, on ne sait pas exactement, on a déjà deux, trois idées. On va grossir un peu le chiffrage et on va le prendre directement au moment de la réalisation. Le problème de ça, c'est que s'il y a besoin à ce moment-là d'avoir une présence du lead dev, d'un architecte ou de personnes bien spécifiques, ce ne sera pas forcément le bon moment, puisque là, on sera en début de sprint, il faudra délivrer, il faut aller vite. Donc, voilà, donc soit on est plutôt à l'aise avec les arbitrages, on sait qu'on sera capable de les faire vite, on grossit un peu l'estimation et on le prend. Ça, c'est une approche que je trouve sympa parce que c'est assez challengeant et ça permet quand même de laisser un petit peu de place au libre arbitre de l'équipe. Soit c'est une story dont on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'on va pouvoir la réaliser et on va avoir besoin de faire une étude en amont pour déterminer les solutions, choisir les bonnes solutions et ensuite être capable de préciser l'estimation de la story de réalisation. Ok. J'imagine donc avec ça globalement, tu arrives à vous en sortir sur l'estimation, en fonction, bon, tu redécoupes ou pas où tu mets à l'intérieur. Tu fais de l'estimation aussi pour la roadmap globale. Mais tu m'as pas répondu sur le temps que ça prend en général l'estimation, parce que tu as l'estimation du sprint actuel, mais des futurs sprints pour pouvoir prioriser avec d'autres parties prenantes. Est-ce que, donc c'est pas les rituels, où tu me disais qu'il y avait 10%, tu l'estimeras à combien ton temps d'estimation aujourd'hui, ton pourcentage de temps? Alors si, je l'inclus dans les 10%, hein, le temps d'estimation. Nous, très concrètement, c'est un rituel qui dure 1 heure, qui peut durer parfois entre 1 heure et 1 heure et demie, dans lequel on met la moitié de l'équipe, à savoir 4 personnes. Donc concrètement, voilà, ça dure chez nous 4 heures par semaine, on va dire entre 4 et 6 heures. Là, c'est une des petites adaptations qu'on s'est permis par rapport au conseil de notre coach, puisque en gros, notre coach conseillait plutôt de mettre toute l'équipe de développement en estimation pour favoriser, ouais, ce que je disais tout à l'heure, favoriser l'intelligence collective et l'engagement. Ok, mais du coup, attends, je suis pas sûr de comprendre. Dans les 10%, parce que c'est quand même un point clé, tu sais, tu mets pas les tâches, les stories que tu mettrais dans les sprints de dev tech pour être plus pushy dans les estimations. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, ouais, là, je te parlais vraiment de tout ce qui est rituel, hein. Donc, tout ce qui est rituel, concrètement, c'est vraiment ce qui va être c'est des réunions qui vont être du coup animées et suivies par plusieurs membres de l'équipe. C'est ça que j'appelle le Ouais, rituel. mais Donc, l'estimation, tu as toutes les tâches d'estimation de tâches que tu es obligé de faire si tu veux pouvoir mettre des points et qui, eux, sont pas dans les rituels parce que tu as besoin de creuser plus. Dans un sprint de 4 semaines, combien il y a de temps qui est passé à analyser des futures stories que tu vas devoir dev dans d'autres sprints parce qu'on a besoin, t'as besoin de les analyser pour pouvoir faire le poker party. c'est assez difficile de te donner des chiffres. Ça va pas mal dépendre des sujets. Ok. Enfin, voilà, ouais, soit on est sur un sujet qui va nous demander vraiment d'implémenter une nouvelle brique technique pour pouvoir être en mesure de le réaliser. Voilà, des sujets Ouais. par exemple data ou avec des moteurs de recherche, ou des choses comme ça, des briques qu'on n'a pas à l'heure actuelle ou des évolutions majeures, je sais pas, sur notre API. Il faut qu'on développe des nouvelles features, il faut qu'on passe sur une nouvelle version de notre framework pour pouvoir être. Voilà, donc, typiquement, ça nous arrive pas nécessairement tous les jours.
C'est des choses qui arrivent de manière assez épisodique, donc j'aurais un peu de mal à te donner un temps passé à ce slotting d'études. Voilà, on essaye de le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire de ne pas le faire systématiquement, de ne pas faire de l'étude systématique. Comme je te le disais aussi, voilà, si on sait, l'idée de Scrum, c'est de maximiser la valeur des features qu'on va être en mesure de délivrer. Et une méthode pour faire ça, c'est aussi de s'engager parfois avec un petit peu d'inconnu sur des stories qu'on va avoir un peu surchiffrées, sans mettre de phase d'étude technique en amont on entrevoit déjà les solutions techniques. Je ne sais pas Ok. si c'est clair ce que je viens de te dire. Mais... En fait, si tu veux, ce qui est pas clair pour moi, c'est que, mais c'est plus lié aussi à la méthode Scrum, c'est qu'il y a un Hmm. peu un truc où tu sens que tu te fais arnaquer dans l'histoire. C'est-à-dire, faire une étude de l'estimate par point, c'est une méthode, mais tu as besoin de creuser, t'as besoin de creuser un peu la tech. Mais en même temps, tu dis pas, autant les rituels, tu dis que ça prend 10%, mais le temps de creuser, on ne sait pas trop. Donc, Ouais, en fait, au effectivement. final, c'est-à-dire que c'est du temps caché qui est quand même fait, ou alors ça veut dire que vous tenez pas ce que vous promettez parce que vous n'avez pas une bonne estimation. Et la vélocité, c'est empirique qui change à chaque fois. Donc, en gros, à mon sens, il y a une question de est-ce que ce qu'on propose et la vélocité réelle, elle est vraiment là? Tu vois, est-ce qu'on fait ce qu'on dit et est-ce qu'on est bon à 90% du temps ou 100%? Et c'est une vraie question. Et sur la roadmap, c'est la même chose. C'est une question, est-ce que ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on avait dit que c'était, je sais pas, un t-shirt staging de X points ou autre? Est-ce que quand on y est, c'est vraiment ça? Parce que sinon, en fait, on peut se poser la question, bah, si on fait pas quasiment pas d'estimate, ou qu'on sait pas trop, bon, ben, allez, quitte à y aller jusqu'au bout, quoi. Et on dit, en fait, on est à la direction aux autres parties prenantes, on n'est pas capable d'estimer, il faut tout découper et on prend un peu à la volée et on fait des batchs. J'ai l'impression que il y a quand même un peu de ça aussi, c'est-à-dire, le juste milieu est pas évident. Ouais. Alors, ben, nous, on va avoir, bon, comme beaucoup de boîtes, quand même des deadlines auprès de nos clients. Mais ouais, c'est pour ça. Donc c'est vrai que non, nous, comme je te disais, on fonctionne pas comme ça. Donc, on a besoin d'être en mesure de donner de la visibilité. Donc, on essaye de tenir nos dates en général. Alors, bon, on est comme tout le monde. On rencontre des difficultés lors des projets et on essaye d'être le plus efficace possible. On a besoin d'être capable de tenir nos deadlines, de les projeter, d'avoir des visibilités sur les plannings. Enfin, ça paraît bête, hein, mais ça, je Non, non, pense mais que en fait, moi, c'est si une tu veux, je contrainte dont comprends on ça, parle mais pas mal de c'est juste personnes. le temps. Si tu me dis, moi, je suis là, je comprends ça, mais en fait, je comprends pas le temps alloué. 10% rituel sur l'estimation d'un sprint de 8 personnes. En plus que c'est même pas juste le temps de spec. Pour moi, il y a un truc qui, je me dis, ou alors je comprends pas, tu vois, dans la méthode, le niveau de granularité de la spec et ou alors le degré d'erreur qu'il y a. Non, mais en fait, voilà, là, les 10% enfin, de toute façon, les tâches d'études, les tâches de spec, c'est des choses qui sont assez variables. Il peut y avoir Bien sûr. des mois, on en a beaucoup, des mois, on en a très peu. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas en mesure de te donner du temps, Mhm. un temps type. Après, sur les rituels, je sais très bien de donner un temps type parce qu'on sait à peu près combien de temps il dure. C'est des choses qui sont posées, qu'on fait toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Donc voilà, là, moi, je te répondais là-dessus. Après, Ouais. si tu me dis quel est le temps, voilà, si la question c'est quel est le temps que vous dédiez aux études techniques, ça dépend. Quel est le temps que vous dédiez aux spécifications, ça, c'est les jobs du product owner. Donc, les product owners, ça fait partie intégrante. C'est comme si tu me demandais finalement combien de temps ton dev il développe. Je sais pas, par exemple, tu Parce que le pourrais. product owner, Ouais. son job, c'est de prendre des besoins et derrière d'aller les analyser, d'aller les spéquer et ensuite d'aller les prioriser et in fine d'aller les recéter et Ok. les accepter. Donc, Ok. Mais du coup, par voilà. exemple, tu vois, t'as autant le product owner, tu vois, il a un métier de spec fonctionnel, ce que j'en comprends et ce que tu me dis, et de priorisation par rapport à ça. T'as pas une personne dédiée dans l'équipe dans la spec technique pour pré-mâcher le travail du poker planning. Alors, on a un lead dev dans l'équipe qui est la Ouais. personne qui est le développeur le plus expérimenté de l'équipe qui peut être amené à être sollicité en amont sur certains sujets. Donc, il peut, certains sujets, aller gratter en amont. Donc, lui, il a voilà, il a du temps libre pour faire ça. Parce que enfin, on sait que c'est des profils qui ont besoin, voilà, qui sont pas mal sollicités au sein de l'équipe.
donc on ne va pas le staffer à 100% sur du dev comme le reste de l'équipe, et qui va être amené justement à pouvoir fluidifier la préparation de certains sujets. Ça peut peut-être répondre à ta question. Ouais, Euh, en gros, mais on n'a ce que tu pas, me dis nous, là. on n'a pas figé. Il y a des équipes qui le font, et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais on n'a pas systématisé des phases d'analyse technique Ok. en amont. Ok, d'accord. Donc c'est pas, il y a pas eu ce besoin-là, cette nécessité. Ok, clair. Et après, ça aujourd'hui, si tu devais par exemple doubler l'équipe, tu ferais deux scrums en parallèle avec les mêmes méthodes ou tu ferais grossir la même équipe? Il est à peu près admis qu'une équipe Scrum, au-delà de entre 8 et 10 personnes, ça commence à être compliqué. Donc nous, on y est déjà. Donc si je devais doubler l'équipe, ce serait pas possible de garder une seule équipe Scrum. Enfin, rien quand bon, tu t'imagines des daily meetings à 20 personnes. Ouais, non, compliqué, ouais. Déjà pour trouver une salle de réunion, ça va pas être gagné. Arrête, Euh, ils sont tous en remote. Je suis sûr qu'ils sont tous en remote. Arrête. non, même pas. Ok. On en fait un peu, mais non, non, on est quand même au bureau. Donc ouais, non, non, bah là, on serait obligé de mettre en place deux équipes Scrum si on devait doubler les équipes. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire coordination et ou nouveau rituel de coordination entre eux. Exactement. Ok, Ouais, ouais, d'accord. ça veut dire que tu dupliques tous tes rituels fois deux. Objectif de Hobbies à 2024, doubler l'équipe pour faire deux scrums, c'est ça? Écoute, c'est pas forcément un objectif de doubler la taille des équipes. Après, on peut se le souhaiter parce que si Ouais, ça c'est nous toujours arrive, bien. ça veut dire que le business ça suivra, mais on verra. Si tu vous donnais, si tu donnais un peu les trois trucs sur lesquels il faut faire attention avant de se lancer en Scrum pour un lead dev, ou pour une équipe qui voudrait un peu harmoniser ses pratiques, ils sont déjà dans l'itératif, ils les coupent déjà par sprint de 2 ou 3 semaines, tu vois, ils ont déjà des pratiques agiles, on va dire, mais qui n'ont pas la rigueur ou les processus bien implémentés de Scrum. C'est quoi les 2, 3, 4 warnings avant de se lancer que tu donnerais pour que la personne elle se parte du bon pied? Je pense que, enfin, moi, quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est des équipes qui faisaient c'est des adoptions partielles de la méthode. Donc, elles laissaient certains rituels ou certaines pratiques de la méthode parce qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise avec, parce qu'elles pensaient qu'elles n'en avaient pas besoin, parce qu'elles n'avaient pas forcément les bonnes personnes pour jouer les rôles dont avaient besoin les rituels. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'implémenter au complet la méthode pour démarrer, de bien comprendre l'importance de chacune des pratiques et des rituels. Et après les avoir déroulés pendant voilà, quelques dizaines de sprints, on comprend l'importance de certains rituels, pourquoi la méthode prône certaines pratiques. Et à ce moment-là, on peut se permettre de l'adapter. Voilà, donc la pratique de rétrospective dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, qui se fait toutes les 2 semaines, ou comment Scrum répond aux besoins d'amélioration continue. Si dans la boîte, il y a déjà des pratiques d'amélioration continue via d'autres rituels, on peut peut-être se permettre de se passer de ces rétrospectives-là si on adresse la pratique d'amélioration continue différemment. Par contre, quand on démarre et qu'on se dit, OK, la rétrospective, c'est toutes les 2 semaines, c'est quand même beaucoup. En fait, bah, nous, on pense qu'on ne va pas la faire parce que bah, c'est trop fréquent et qu'on n'adresse pas l'amélioration continue d'une autre manière, bah, on en a oublié quand même une partie. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est au début C'est d'être un peu euh, rigoureux, quoi. ouais, c'est d'appliquer la méthode de manière complète. Donc alors, ça n'empêche pas que on n'est pas nécessairement capable de démarrer toutes les practices d'un coup. Donc voilà, faut aussi planifier. On peut aussi se permettre d'implémenter de manière incrémentale, hein. Du coup, pas obligé de tout implémenter d'un coup parce que chaque meeting aussi ça se prépare. Il faut avoir un plan, il faut avoir bah, justement un animateur qui est à l'aise avec le sujet. Donc voilà, on peut se permettre de faire les choses pas à pas. Néanmoins, il faut avoir l'ambition, je pense, de le faire complètement. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner. Évidemment, c'est important bah, au début pour la partie formation déjà que toute l'équipe soit au courant de ce qu'est Scrum, de ce que ça contient. Les formations sont, enfin voilà, le framework est pas si complexe que ça. Il laisse quand même de la place à beaucoup d'interprétations et enfin dans l'implémentation, il n'est pas forcément très guidant. Donc on peut derrière quand même y mettre complètement sa patte. Donc c'est intéressant d'être formé par un formateur de qualité
au début. Donc, je fais un petit coucou à Alexandre Boutin, moi, qui m'avait accompagné à l'époque en 2010, quand j'étais dans ma première boîte, et que j'ai rappelé quasi plus de 10 ans après pour nous accompagner chez Hobbies, et qui nous a refait de la formation pour les équipes, qui permet aussi d'aiguiller, de faire aussi d'avoir un formateur qui peut faire aussi un peu de coaching, suivre les rituels, donner son feedback, et donner justement des clés d'implémentation qui ne sont pas forcément écrites dans la méthode, qui permet de répondre aux problématiques des équipes. Voilà, d'avoir quelqu'un d'expérience qui peut aussi adapter son discours, bien comprendre le contexte de la boîte, bien comprendre les personnalités qu'il y a dans la boîte, et s'adapter pour que les nouvelles et la transformation se passent mieux, parce que ça reste une transformation importante, qui peut être assez anxiogène pour certaines personnes. Il y a des responsabilités qui étaient tenues par certains, qui vont passer chez d'autres. Donc il y a aussi ce côté légitimité du coach qui va dire ok, ben, en Scrum c'est comme ça. Je dirais que ça a le mérite de poser les choses auprès des différents protagonistes, qui parfois, voilà, si ça avait été porté par un interne dans la boîte, aurait pu être pris différemment, parce que taxé de subjectif. Donc là, voilà, la légitimité du coach formateur est importante aussi, je pense, dans la Ça aide, quoi. facilité de la transformation. Ouais. Écoute, très clair. Mais écoute, on arrive, je pense, à un bon tour sur Scrum. J'étais un peu charcuté sur les estimates parce que je voulais comprendre un peu, c'est quand même un point épineux dans toute méthodologie sur la visibilité et sur la relation aux autres. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, le temps qu'on y passe. C'est aussi un des points non productifs initialement qui se révèle souvent quand même assez aidant pour la relation aux autres dans ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais ok, très cool, très clair. Est-ce que tu as un point particulier que tu voudrais qu'on reprécise par rapport à notre discussion? Ouais, peut-être un peu de bilan. Nous, après, on a démarré début d'année, là, Scrum V3 chez Hobbies. Il s'est trouvé qu'on a fait un retour d'expérience avec l'équipe la semaine dernière, donc le timing était plutôt pas mal. Et donc, voilà, nous, on a un bilan très, très positif chez Hobbies. Nous, on n'implémentait pas le rôle de Scrum Master auparavant. Donc, c'est une casquette qui a été prise principalement par deux membres de l'équipe. C'était une charge qui était tenue collégialement avant par le management, par des personnes de la coordo, donc plutôt de l'équipe produit. Mhm. Et donc, voilà, c'est la personne qui est la responsable de la bonne implémentation de la méthode, qui se retrouve être un développeur de l'équipe, mais qui se retrouve à avoir une vue et à devoir travailler un petit peu plus sur les attendus, sur les spécifications, sur les chiffrages, sur les disponibilités dans l'équipe, sur la résolution des problèmes. Un des points très importants du Scrum Master, c'est qu'il est en charge de la résolution des problèmes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est à lui de résoudre les problèmes. En tout cas, ça veut dire que c'est à lui de s'assurer que les problèmes sont résolus. Là, la nuance est importante. C'est un rôle hyper important, voilà, d'accompagnement de l'équipe, et s'assurer aussi de la bonne qualité du delivery tout au long du sprint. Est-ce qu'on est en ligne avec l'objectif? Voilà, donc je dirais que c'est tout un tas de choses qui étaient plutôt dévolues aux managers en amont, mais qui le faisaient avec parfois leur disponibilité limitée, qui désormais sont dédiées sur une personne qui va consacrer voilà, entre 30 et 50% de son temps à cette charge-là. Ça permet aussi d'avoir des évolutions de job au sein de l'équipe technique, voilà, sur des postes, une ouverture plus sur des jobs type gestion de projet, coaching, Mhm. qui est super intéressante. Et donc ça, ouais, nous, on a eu un bon feedback par rapport à la prise en charge de ce rôle. C'est un vrai relais pour les différentes équipes. Les équipes produits ont pu, elles aussi, plus se focaliser sur les aspects produits plutôt que sur les notions de delivery. Et on a revu voilà, pas mal de points OK, c'est quoi ce qu'on appelle la definition of done, à savoir, voilà, quand on dit qu'une story est done, elle est faite. Donc, ça veut dire quoi? Elle est faite. C'est quoi notre charte qualité autour de ça? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a redéfini avec l'équipe. Donc, c'est un engagement que prend l'équipe, que partage l'équipe pour dire, OK, nous, notre charte qualité, c'est ça. Et en gros, quand on passe une story en done, on est sûr qu'on a fait ça. Donc ça, c'est pareil, c'était un des gros plus qu'on a eu. Ouais, ouais, et puis bon, globalement, voilà, l'engagement, la responsabilisation de l'équipe, je trouve que c'est une belle manière de voir les choses. Et l'équipe prend le sujet. Donc derrière, on est vraiment récompensé par la transformation. Je trouve enfin, c'est hyper enrichissant pour le management et pour l'équipe aussi, quoi.
Ok, bah, trop cool. Ouais, c'est un bon feedback. Le bilan, tu l'as fait quand, tu dis? On l'a fait la semaine dernière. On a beaucoup de points, enfin, on a aussi des points voilà, des points d'amélioration, slash faiblesse, hein. On délivre pas toujours comme on voudrait. On a des problèmes qui sont récurrents. Bon, on est comme tout le monde, hein. On a des imperfections. Quoi? C'est On pas a, parfait, mais c'est ouais, n'importe quoi. ouais, non, parce que là, je t'ai fait un bilan un peu idyllique, C'est là, mais n'importe quoi. donc on a retenu aussi pas mal de points d'amélioration, hein. Ouais, ouais, après, c'est un parcours et c'est jamais gagné. Donc voilà, faut être humble et puis continuer à prendre du feedback et continuer à s'améliorer. Bon, allez, très cool. Eh ben, écoute, je suis super content d'avoir pu faire un deep dive un peu dans Scrum. C'est cool. Ça permet d'y voir un peu plus clair dans ce que c'est, dans ce que c'est pas et pourquoi tu le fais. Donc, c'est cool. Mais merci Alexandre pour ton témoignage. Avec plaisir. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.